Voilà, je vois que le chiffre des participants s'est stabilisé. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Eric Nice, donc l'un des 3 co-directeurs de la chaire, à côté d'Alain Ezen, qui a introduit les ateliers il y a quelques minutes, et Anne Rousseau, que vous rencontrerez juste après notre discussion, donc juste après les 45 minutes que nous allons passer ensemble dans cet atelier. Tout d'abord, merci d'être là et surtout d'avoir marqué un tellement grand intérêt pour notre atelier sur le leadership et sur les leaders de demain. Alors, l'idée de notre chaire en pratique managériale innovante est née avant le Covid, à partir du constat que notre environnement économique s'accélère. Notre environnement économique est de plus en plus volatile et de plus en plus empreint de technologie également. Alors, dans ce contexte, nous vous proposons de débattre de l'évolution du leader et du leadership. Et alors, juste pour préciser un petit peu, donc, le leader, pour nous, c'est celui ou celle qui mobilise une organisation vers un objectif commun, collectif. Donc, c'est un petit peu différencié tout de même de la notion de manager. Et afin de lancer la discussion, donc comme je vous l'ai déjà dit brièvement, j'ai sollicité les personnes dont vous avez vu la bio et la photo sur le site d'entrée à l'atelier, et ces personnes ont été choisies pour leur angle de vue potentiellement différent sur base de leur spécificité professionnelle. Alors, Marine, qui est prof à l'ICHEC en création d'entreprise, Marine incarnera plutôt l'approche académique. Jean-Philippe, lui, il est membre du comité exécutif d'AXA Belgium et lui, il représentera plutôt la voix des grandes entreprises. Hubert Laterre, en tant que serial entrepreneur de PME, lui, va plutôt représenter justement ce monde des PME. Et enfin, Antoine Caria, en tant que tout jeune diplômé, donc il est sorti de l'ICHEC en septembre 2020, lui, ce sera plutôt l'œil des étudiants qu'il représentera. Tout ça, un peu comme vous l'avez entendu précédemment, fait l'écho de ce que la chaire se veut être un petit peu à la croisée des chemins entre le monde socio-économique, le monde de l'enseignement et le monde des étudiants. Alors, je lance tout de suite la première question. Donc, en fait, je vais poser à nos intervenants la question de l'évolution qu'ils entrevoient pour le leader de demain. Alors peut-être, Marine, tu peux commencer par donner ta vue là-dessus. Bonjour tout le monde, merci Eric pour cette introduction. Ça va, on m'entend bien? Très bien. Je vois le pouce qui se lève. Merci Hubert, merci Eric. Ok, donc par rapport à l'évolution et le leader de demain, donc pour moi, il va devoir faire preuve de 3 éléments, d'agilité, de créativité et de flexibilité. D'agilité, comme Eric vient de nous le dire, donc face à un environnement qui est de plus en plus volatile et incertain, face à l'avènement des nouvelles technologies, mais aussi la digitalisation du monde du travail. Je pense qu'on a un très bel exemple aujourd'hui. Deuxième élément, pour moi, c'est au niveau de la créativité, donc face à une concurrence internationale de plus en plus accrue, mais aussi face à des exigences au niveau de la clientèle, notamment la conséquence de toutes ces plateformes avec les prises d'avis, d'évaluation, mais aussi les réseaux sociaux. Et troisièmement, pour moi, donc faire preuve, j'ai dit, d'agilité, de créativité et de flexibilité. Flexibilité parce qu'il va y avoir aussi une adaptation avec les nouvelles générations qui arrivent dans le milieu du travail et avec qui je travaille au quotidien en tant que professeur. Donc là, c'est la génération Z qui arrive, puis on aura même la génération Alpha. Et donc, c'est des générations qui sont, comme on dit, digital natifs, hyper connectées, qui sont aussi très entreprenantes, qui ont cette volonté d'entreprendre ou d'intraprendre, et alors aussi indépendantes. Donc voilà, les attentes de ces nouveaux collaborateurs ont aussi changé. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un état d'esprit qui va être flexible, créatif, agile, et alors aussi, bien évidemment, une capacité de résilience et de rebond face à des crises telles que nous vivons actuellement. Je suis convaincu que le leader d'aujourd'hui et de demain va devoir gérer des incertitudes, va devoir gérer aussi des paradoxes. Quand vous entendez Ilham Kadri, elle a dit la vulnérabilité, c'est une force.
Donc pour moi, c'est un formidable paradoxe et ça veut bien dire qu'on n'est pas fort, on n'est pas là pour être fort pour être fort, non, on est fort et faible. Et qu'est-ce que le manager de demain va faire avec ça, tant vis-à-vis de lui que vis-à-vis de sa structure, que de sa structure dans son environnement. Je me demanderais si, en fait, le leader n'était-il pas en train de perdre une partie de son leadership. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a deux éléments qui s'imposent de plus en plus à lui. C'est à la fois l'écosystème et ce que j'appellerais la sociologie du jeu. Alors l'écosystème, c'est trois dimensions. C'est bien sûr l'économie, c'est l'écologie et l'éthique. Et ça veut dire que pour les PME, de plus en plus, on a un écosystème qui va s'imposer à la PME plutôt que la PME être leader à ce niveau-là. Et dans la sociologie du jeu, quand un leader de PME essaye de recruter un collaborateur, dans le temps, on parlait économie. On parlait d'un package salarial, d'une croissance d'entreprise, de perspectives, d'évolution, etc. Aujourd'hui, on a des jeunes qui viennent à vous avec la notion de valeur. Est-ce que l'entreprise a des valeurs? Est-ce que mes valeurs sont en adéquation avec l'entreprise? Et puis, ils viennent avec des notions du sens du travail, c'est-à-dire un sens au niveau de la signification, la valeur du travail, mais aussi l'orientation, le but à poursuivre. Et enfin, surtout, la cohérence entre ce que l'on est et ce que l'on fait. Effectivement, aujourd'hui, il y a comme une espèce de buzz autour de l'exercice de trouver la purpose, la raison d'être de l'entreprise. Est-ce qu'ici, on est, et Ilham me semble dire le contraire, on est dans un phénomène de mode, où c'est vraiment fondamental dans l'évolution du leadership aujourd'hui? Et peut-être, Jean-Philippe, si tu pouvais commencer. Eric. Alors, est-ce qu'on est dans un phénomène de mode? Certainement pas. Donc, je pense qu'on est vraiment dans dans une réalité qui nous dépasse, à savoir que nous, en tant que personnes, en équipe, au sein de l'entreprise, qu'on se pose ou pas la question du purpose ou du why, en fait, cette question-là, elle va s'imposer à nous. Je pense qu'elle s'est posée de tout temps, à toutes les entreprises, à toutes les personnes qui avaient des projets. Aujourd'hui, elle est devenue fondamentale. Et c'est d'autant plus important que presque, je ne vais pas dire au jour le jour, mais régulièrement, on va en fait, moi je ressens dans mon management la nécessité, peu ou prou, de rappeler mais pourquoi on fait tout ce qu'on fait en fait? Quel est le sens de tout ce qu'on fait? Et quand on vit en plus les 12 derniers mois, on se rend compte du sens que l'on fait. Cette question prend encore plus d'importance. Et pour moi, ce n'est pas un effet des 12 derniers mois, c'est vraiment une transformation au sein des entreprises. Dans le conscient et l'inconscient des collaborateurs, il va falloir continuer à répondre à cette question et lui donner du sens et accepter qu'elle soit imparfaite et qu'on la travaille encore et encore pour que chacun puisse se dire, tiens, mais pour quelle raison je fais ce que je fais? Pour dire autrement, pour quelle raison je me lève le matin en fait? Qu'est-ce que je cherche à construire et à réaliser? Donc, quelque part, le manager de demain, il va être un porteur et un donneur de sens. Et je pense que moi, je vis ça comme quelque chose qui va être très, très fort dans les années qui viennent. Une chose qui m'a vraiment surpris lorsqu'on a eu un collaborateur assez jeune qui a quitté l'entreprise, il m'a dit, oui, tu sais, nous, ce qui nous importe, c'est le sens. Bon, il a dit en plus, non seulement on veut du sens dans ce qu'on fait, mais on ne sait pas exactement comment trouver du sens dans ce qu'on fait. Donc, il y avait aussi un paradoxe dans la démarche et en même temps, il y avait vraiment cet appel de trouver du sens dans l'activité qu'on fait. Et Antoine, est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision de quel style de leadership tu vois pour le leader de demain? Et je te demande d'être vraiment personnel, puisque toi aussi, tu es peut-être fraîchement sorti de l'ICHEC, mais tu es déjà aussi entrepreneur puisque tu as lancé ta start-up. Le maître mot pour moi, c'est la bienveillance, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments, et la valorisation de ses équipes, qui pour moi sont deux choses fondamentales, que ce soit en start-up ou en entreprise
plus importante, plus grosse, je vais dire. Donc voilà. Jean-Philippe, si tu es de retour, peut-être ta vision sur le style de leadership? Sur le style de leadership, moi, ce que j'observe, c'est qu'il fut un temps où comment dire, il y avait une vraie réalité hiérarchique, il y avait une vraie réalité, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, les différents niveaux de comité, etc. Et je pense je vois aujourd'hui et certainement dans les années à venir, qu'en fait, le style de leadership qui va fonctionner, c'est plus quelqu'un, non pas qui est autoritaire, mais qui fait autorité. Vous connaissez le sens du mot autorité, ça veut dire je fais grandir les autres. Je pense qu'un manager, le manager de demain qui arrive à faire grandir les autres, dans son style de management, il va faire réussir les équipes et donc il va réussir lui aussi. Il y a une autre dimension que j'ajouterais, c'est de vraiment co-construire. Donc oui, il faut du dialogue, oui, il faut de l'écoute, oui, il faut de l'assertivité, et donc comment co-construire. Et en même temps, toujours cette capacité d'amener l'équipe à décider. Je pense que le leadership de demain reste avec une capacité à décider, une capacité à trancher, une capacité à dire ok, j'ai pris note des avis des uns et des autres. Maintenant, je prends décision. Et alors, une petite chose que j'ajouterais encore par rapport au style de leadership, c'est une forme d'authenticité. Moi, je suis impressionné de voir que pendant des années, c'est pas que j'ai joué la comédie, mais j'essayais de montrer que j'étais un bon manager. Et en fait, ici, depuis quelques années, j'essaye en fait d'être moi-même et d'utiliser mes forces et mes faiblesses, et j'en ai un paquet, pour pouvoir en fait grandir et faire grandir les uns et les autres, parce qu'en fait, l'ensemble apporte de la valeur, et certainement dans un leadership de demain. Comment est-ce que vous voyez cette structure organisationnelle évoluer avec le leadership de demain? Hubert, peut-être? Moi, je dirais que les structures ont déjà fortement évolué, donc à la fois pyramidales et puis matricielles et par projet, etc. Donc je pense que je ne sais pas si on va être face à des révolutions structurelles. Simplement, on a compris qu'aujourd'hui, il fallait jouer l'intelligence collective et donc ça sera nécessairement un modèle horizontal. Il faudra composer à certains moments des équipes compétentes pour adresser des problèmes ou des projets d'entreprise. Mais, in fine, il faudra quand même toujours quelqu'un qui, à un moment donné, prenne une décision, dirige, oriente. Et donc, il n'y aura peut-être plus que quelques généraux et beaucoup de soldats en dessous. Mais comment dire, il faudra quand même toujours avoir un management fort, courageux, prêt à décider. Mais peut-être qu'il y aura moins d'étages. Le leader de demain, comment va-t-il rencontrer ces attentes et cette demande d'investissement ultra personnel qu'on lui demande de plus en plus, puisque on le comprend sur la question organisationnelle, il va de moins en moins se baser sur une organisation structurée et immuable, mais par contre, il va devoir lui-même ou elle-même interagir en permanence et s'investir à fond. Donc, comment on préserve les leaders de demain? J'aime beaucoup cette notion d'investissement et de surinvestissement, parce que je suis interpellé de voir que le mot, le burn-out est une réalité qui est entrée dans les structures, dans les équipes, dans les entreprises. Donc, il faut pouvoir manager ça. Si on reprend ce qu'on s'est dit par rapport au profil du manager d'aujourd'hui et de demain, s'il arrive à avoir une bonne écoute, une bonne présence, une bonne interaction avec ses équipes, il va normalement détecter qu'il y a soit un surinvestissement, soit une surmotivation. Si elle est temporaire, c'est tout à fait gérable. Si elle est permanente et qu'il n'y a pas de moment de relâche et de repos, à un moment donné, ça va craquer. Et donc, c'est vraiment un exercice, je trouve, d'équilibriste. Et c'est lié aussi à qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on postpose, comment est-ce qu'on priorise? Parce qu'en fait, on est notre propre ennemi. À la fois, on est convaincu qu'il faut prioriser et en même temps, on a l'art de rajouter un certain nombre de choses qui fait qu'on est en risque de surinvestissement. Or là, il y a vraiment une réalité de discipline qui est de dire, et de décideur, qu'est-ce que je vais décider de prioriser? Donc voilà, j'ai 6 tâches, il va falloir qu'il y en ait deux que je décale.
Et donc, si le leader de demain est bien dans une interaction, une relation avec les uns et les autres, normalement, il va gérer ça et il va pouvoir fonctionner. Et il va devoir fonctionner dans une structure d'ajustement parce que lui-même aura besoin aussi d'avoir des soupapes d'oxygène par rapport à sa gestion de l'équipe. Ça, c'est pour moi aussi une dimension importante. Je crois que dans nos programmes, j'ai l'impression, quand j'entends la majorité des commentaires, qu'en fait, on s'oriente beaucoup plus vers des soft skills très profondes. Ce n'est pas juste de la technique, c'est partiellement technique, mais c'est aussi quand même du développement personnel. Je n'ai pas l'impression que dans l'enseignement aujourd'hui, on soit totalement équipé pour ce genre de profil. Donc, je crois qu'on a à travailler là-dessus. Et pourquoi pas, la chaire peut être un bon moteur de suggestion pour les programmes à venir. Tout à fait, mais juste peut-être juste un exemple, au sein des cours en entrepreneuriat, on travaille notamment aussi sur les profils MBTI pour comprendre justement l'importance de comprendre quelle est sa propre personnalité, mais aussi celle des personnes avec qui on travaille. Mais il y a encore certainement beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, en effet. Comment est-ce que vous vous positionnez dans vos organisations par rapport à la notion de management responsable? Hubert, peut-être? Aujourd'hui, le positionnement par rapport à un management responsable, moi je dirais que c'est ce que j'ai un petit peu essayé de traduire au début, c'est qu'en fait on n'a pas le choix. Si la PME ne s'adapte pas et ne développe pas une approche par rapport à l'écosystème qui est responsable, écologique, éthique, etc., eh bien, elle sera amenée à disparaître. Et oui, donc, on est obligé, et ce sont toutes les parties prenantes qui vont vous l'imposer, de s'adapter, d'intégrer toutes ces notions-là pour devenir une entreprise durable. Point. Donc, ce n'est pas tellement un choix de leadership, c'est un choix imposé par l'écosystème. Donc, ta vision, Antoine, là-dessus? Je rejoins totalement Hubert là-dessus, dans le sens où, qu'il le veuille ou non, pour moi, le leader de demain, et quand tu dis demain ou aujourd'hui, bientôt, Hubert, qu'il le veuille ou non, ça va s'imposer à lui d'être responsable. Je vois une réaction, et je voudrais terminer par là parce que je vois que le temps nous rattrape. Le profit n'est qu'une conséquence de la durabilité. Comment est-ce qu'on réconcilie en fait le management responsable et le profit? Durabilité ou responsabilité en fait? Oui. Pour moi, c'est très important que moi, Jean-Philippe, dans le cadre de mon entreprise, je sois à l'aise dans un discours par rapport à quel est le sens de l'entreprise et quelle est la raison pour laquelle je suis à l'aise avec le fait qu'elle fasse des profits. Parce que selon les discours, dans certains cas, c'est tout à fait logique. Dans d'autres cas, c'est très choquant de faire des profits. Et pourquoi vous les distribuez pas davantage, etc. Et donc, c'est dans le message que je vais structurer, que je vais porter vis-à-vis des équipes, soit au niveau de la direction, soit aussi en tant que manager personnellement, que je vais pouvoir donner du sens aux deux et surtout montrer que la question, quand bien même je n'aurai pas toutes les réponses, ne me fait pas peur. Et si elle me fait peur, je la gère en fait avec l'équipe, potentiellement même pour co-construire une réponse. Encore merci de votre participation, c'était super interactif. Nous sommes ravis d'avoir partagé ce moment avec vous et on retourne en plénière. Merci et à tout de suite.